François Rebsamen, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes sénateur-maire de Dijon, président du groupe socialiste au Sénat et supporter de François Hollande. Le retour à l'équilibre budgétaire va être au cœur de la campagne, on l'a bien vu, même pendant le débat sur les primaires socialistes. Je vous propose de réagir à ce que dit Jacques Attali sur le sujet. Il est clair aussi que les programmes des candidats de gauche comme de droite devront se faire au mieux à dépenses constantes et en réalité à dépenses réduites. Est-ce qu'il a raison ? Oui, il a raison. Il va falloir adapter, prioriser, cerner ce qui pourra être fait la première année, ce qui devra être décalé. Heureusement, j'allais dire que les engagements qui seront pris, je parle pour François Hollande, sont des engagements qui sont pris sur la durée du quinquennat. Or, nous ne connaissons pas encore quelle sera la situation réelle de notre pays. Je parle au niveau budgétaire au mois de juin de l'année prochaine, mois de mai-juin de l'année prochaine. Donc il faut être extrêmement vigilant aujourd'hui. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de priorité, de ne pas savoir sur quel secteur, François Hollande l'a dit, jeunesse, éducation nationale, l'éducation, la formation et l'innovation, mais il faut savoir que tout cela, il faudra l'adapter à la réalité budgétaire. La convention qu'a tenue hier l'UMP sur le chiffrage du projet socialiste dans lequel ont été intégrées certaines des propositions de François Hollande a abouti à un chiffre de 255,5 milliards d'euros, extrêmement précis. Quand allez-vous rendre public votre propre évaluation ? François Hollande fera connaître ça pendant la campagne, bien évidemment. Vous avez déjà une idée ? Non, on le fera, oui, on a une idée, mais si vous le permettez, j'attends que les choses se fassent pendant la campagne. J'aurais préféré avoir une fourchette tout de suite. Je comprends bien, mais il l'a fait lui-même sur les mesures qu'il a proposées. Je voudrais dire que sur les propositions, ou le chiffrage plus exactement fait par l'UMP, c'est M. Copé qui avait dit il faut pilonner sans caricaturer. Je m'aperçois qu'il pilonne et il caricature, parce que c'était presque un jeu concours à celui qui trouverait le plus, là. À propos de jeu concours, Jean-Marc Ayrault, qui est votre homologue à l'Assemblée, va déposer des amendements dans le débat budgétaire qui visent à supprimer des niches fiscales supplémentaires à hauteur de au moins 15 milliards et instaurer une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu à 45% au-delà de 100 000 euros. Est-ce que vous allez signer ces amendements ? Non seulement nous allons les signer, mais nous les travaillons ensemble, car nous avons eu hier soir une réunion avec le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il est indispensable, maintenant que nous sommes majoritaires au Sénat, que nous ayons une coordination très forte. On est dans une situation constitutionnelle nouvelle, et donc tout ce qui va ressortir du Sénat, qui sera majoritaire, qui aura été adopté par le Sénat, va être examiné, et c'est normal, à la loupe par les médias. Donc on aura cette coordination, on aura des amendements conjoints, co-signés, et Jean-Marc Ayrault m'a invité devant les députés socialistes pour parler du groupe socialiste du Sénat. Et donc les échanges vont être renforcés, la coordination va être renforcée. Le rendez-vous est prévu quand ? Je pense dans les prochaines semaines, vraiment dans les prochaines semaines. Vous avez appelé personnellement, dès la victoire de François Hollande, à élargir l'équipe dirigeante du PS à son équipe à lui. Allez-vous doubler tous les postes, tout simplement les postes que vous considérez stratégiques comme les élections ou le préposé aux discussions avec les partenaires éventuels du PS ? D'abord, je dois vous leur dire que les choses se passent bien. Il était nécessaire de rappeler que des membres de l'équipe de campagne de François Hollande devaient avoir leur place à côté de celles et de ceux qui assument des responsabilités importantes au Parti socialiste. Donc, vous avez raison, les élections... Donc on ne fait démissionner personne, on double les postes. Oui. Élections on double les postes, c'est-à-dire qu'il y a un devoir d'information nécessaire et de coordination avec l'équipe de campagne de François Hollande. Il doit y avoir une cohérence parfaite. Et ça vise, bien évidemment, des secteurs dont, je l'espère, le président de la République demain aura à s'occuper, à savoir les accords électoraux avec nos partenaires, les accords programmatiques avec nos partenaires également, et j'allais dire la fonction, mais là ça peut se régler en bonne intelligence, de porte-parole du Parti socialiste, car il ne peut pas y avoir de dissonance entre ce que dit François Hollande et ce que dit le Parti socialiste. Alors même si Benoît Hamon, qui est actuellement le porte-parole, change de discours,
est-ce que ce ne sera pas un peu étrange, étant donné les attaques auxquelles il s'est livré contre le projet de François Hollande, qu'il reste porte-parole? Il a dit qu'il y avait un capitaine et qu'il était derrière ce capitaine. Moi, j'en prends acte. Personnellement, je le dis là à titre personnel, j'aurais trouvé assez juste qu'il y ait, non pas par défiance, mais qu'il y ait une autre porte-parole, une femme. Ça aurait fait du bien, je trouve, au Parti socialiste. Vous pensez à Aurélie Filippetti, par exemple? Par exemple. Par exemple. On entend aussi des noms circuler pour le poste de directeur de campagne. Stéphane Le Foll, Pierre Moscovici, Jean-Marc Ayrault. Lequel vous paraît avoir le meilleur profil? Celui que François Hollande choisira. Ça, c'est une réponse prudente. Sérieusement, quel rôle Jean-Marc Ayrault, qui est le patron des députés, peut jouer dans cette campagne? Il va jouer un rôle important, comme moi d'ailleurs. Je dois dire, les groupes parlementaires vont être force de proposition. Et là encore, la cohérence doit être parfaite avec l'équipe de campagne, avec le candidat. Donc moi je sais que les médias, et ils auront raison, vont regarder les amendements qui vont être déposés. On n'est plus aujourd'hui dans un jeu d'opposition. On est dans une phase de proposition dans le cadre de la campagne présidentielle. Et donc vous citiez la nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Oui. Je pourrais citer également l'impôt sur les sociétés qui va être modulé, un amendement que nous allons déposer en cohérence avec les députés et d'autres mesures. Donc il est indispensable que et Jean-Marc Ayrault et François Rebsamen, et les deux groupes auraient été les présidents des deux groupes, soient associés étroitement à la campagne. Mais je crois que c'est l'idée de François Hollande. Donc dans un rôle de proposition et d'élaboration du projet. Oui, et de participer à l'équipe de coordination autour de François Hollande. Avec Europe Écologie Les Verts, les négociations sont censées aboutir le 5 novembre. Eva Joly, qui est leur candidate, prévient aujourd'hui dans Le Monde qu'elle ne sera pas ministre dans un gouvernement qui n'inscrirait pas tout en haut de son programme la sortie du nucléaire, l'introduction de la proportionnelle et le mandat unique. Que doit faire François Hollande pour la dissuader de mettre cette terrible menace à exécution? D'abord, je dois dire à Eva Joly qu'avant d'être ministre, il faut gagner l'élection présidentielle. Donc, non, si elle est présidente, elle n'aura plus besoin de chercher un poste de ministre. Oui, je ne pense pas qu'elle ait cet objectif, puisqu'elle a comme objectif d'être ministre. C'est un objectif louable, surtout pour y défendre ses idées, mais avant, il faut gagner l'élection présidentielle. Donc avant, il faut réussir ce rassemblement. Ça me permet de dire aux écologistes, à travers votre question, qu'il ne peut être question d'un accord électoral s'il n'y a pas un contrat de gouvernement et un accord programmatique. Et pour ce contrat de gouvernement, est-ce que les 3 conditions qu'elle pose sont acceptables? Je pense qu'elle a posé des conditions, mais il y aura des négociations et on verra où on aboutira. Donc pas en l'état? Non, je ne pense pas que... On ne négocie pas un contrat de gouvernement sous forme d'ultimatum. C'est ce que je voudrais dire à Mme Joly. Vous êtes sénateur. On sait que les sénateurs socialistes ont un peu grincé des dents quand Martine Aubry a voulu imposer l'interdiction du cumul des mandats. Vous allez convaincre votre groupe de s'y plier dans un délai plus rapproché que celui prévu? Non, moi j'ai toujours dit, je crois que c'est la position de François Hollande, je suis sûr que c'est la position de François Hollande. On est d'accord pour la limitation du cumul des mandats. Je voudrais dire que j'étais conseiller technique auprès de Pierre Jox quand la seule loi véritable de limitation du cumul des mandats a été prise en 1985. On est favorable à une limitation du cumul des mandats, mais à une condition, c'est que ce soit sous la forme d'une loi et que ça s'applique à tous. Donc nous nous étions quelque peu révoltés contre le fait que ça ne s'applique qu'aux socialistes, parce que je pensais que ce n'était pas la peine de se handicaper avant une élection. Donc vous gardez cette position. Jean-Luc Mélenchon, lui, propose à François Hollande un débat à 2. Est-ce que François Hollande doit accepter? On aura l'occasion de débattre pendant la campagne présidentielle. Je ne crois pas que c'est pas péjoratif pour Jean-Luc Mélenchon que François Hollande soit sur la ligne d'un débat en tête-à-tête avec Jean-Luc Mélenchon. On a eu l'occasion d'en avoir beaucoup au Parti socialiste. Hier, à votre place, il y avait Patrick Devedjian, député UMP des Hauts-de-Seine. Il vous a posé une question sur Dexia, qui est la banque des collectivités locales. On écoute. L'Assemblée nationale a examiné les mesures de sauvegarde en faveur de la banque Dexia. Le Parti socialiste a voté contre ces mesures de sauvegarde. Les dispositions vont venir en examen au Sénat. Est-ce que M. Rebsamen est partisan que Dexia dépose son bilan, qu'elle soit en faillite, ou est-ce qu'il est d'accord pour la sauvegarder? Alors je précise que vous avez été membre du conseil d'administration de Dexia jusqu'en 2008, date à laquelle vous avez démissionné. Absolument. Mais les dégâts, probablement, les dégâts qu'on voit aujourd'hui étaient déjà en cours.
Oui, parce que les subprimes existaient précédemment, mais je dois dire que, y compris le président de la République, tout le monde se félicitait à l'époque des subprimes. Et donc Dexia s'est engouffré... Donc vous plaidez coupable, mais collectivement? Oui, bien sûr, parce que personne n'a vu venir cette affaire des subprimes, et nous étions quelque peu aveuglés par les agences de notation qui nous disaient que tout ce que faisait Dexia était très bien. Je voudrais répondre à Patrick Devedjian pour lui dire que nous allons voter le texte présenté par le gouvernement, mais nous l'avons amendé. Et nous l'avons amendé en limitant drastiquement les revenus des responsables des banques, les stock options, les parachutes dorés, et que cet amendement est la condition de notre vote pour un avis favorable sur la proposition qui est faite par le gouvernement. Eh bien, le voilà prévenu. François Rebsamen, je vous remercie. Merci. Bonsoir. Bien, bonsoir. Demain, le talk Orange Le Figaro recevra Marielle de Sarnez, qui est députée européen et bras droit de François Bayrou. À demain, bonsoir.